Vous êtes le premier à savoir et comprendre. Bienvenue sur Géopolis Télévision. Vous êtes dans Géopresse, votre magazine qui se propose de vous offrir le grille de lecture pour comprendre l'actualité sociale et économique en République démocratique du Congo grâce à l'analyse de journalistes. Aujourd'hui, format spécial, nous ne sommes pas peu fiers d'avoir dans nos murs Monsieur Cyril Kileba. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Géopresse. Merci. Voilà, je rappelle que M. Cyril Kileba est éditeur du journal de Poste, mais il est aussi président national de l'Association des éditeurs du Congo. Avec nous également pour débattre, Fiston Oleko. Bonjour Fiston. Bonjour Patrick. Fiston Oleko, un habitué de Géopresse, journaliste à Géopolis Forum. À bon entendeur, installez-vous, nous sommes partis pour une émission de 45 minutes qui commence avec le sommaire. Et si on parlait de nous, la presse imprimée a-t-elle encore un avenir face à la déferlante vague des réseaux sociaux et de l'innovation technologique? Il s'agira dans cette émission de faire un flashback sur les résolutions et les recommandations issues des états généraux de la communication et des médias organisés il y a presque un mois, c'était fin janvier, sous la houlette du président de la République. Également, dans cette émission, nous parlerons du statut des journalistes en République démocratique du Congo. Qui est journaliste, qui ne l'est pas? Bienvenue, bonjour à tous. Encore une fois, bonjour à tous. On va commencer notre émission, mais d'abord, Fiston Oleko, un anniversaire à célébrer aujourd'hui. Oui, justement, aujourd'hui, c'est le 18 février 2022. C'est justement pratiquement 16 ans d'existence de Géopolis, un média qui a été créé en 2006. Et c'est la même date que la mise en place de la Constitution qui a ouvert la voie à la Troisième République au Congo-Kinshasa. Et donc pour ça, particulièrement, je souhaite bon vent à Géopolis et qu'il continue à vivre et à survivre même au-delà de son initiateur. Voilà, 20 ans, ça se fête. Monsieur Cyril Kileba, je sais que vous êtes éditeur, je vous ai présenté tout à l'heure, éditeur du journal de Poste. Vous savez ce que ça coûte de tenir un journal. D'abord, un mot par rapport à cet anniversaire. Oh, 16 ans d'existence. D'abord, c'est un honneur pour moi d'être invité chez vous le jour même où votre média fête ses 16 ans. Je sais que 16 ans dans la vie d'un journal, d'abord parce que vous êtes un journal et puis vous êtes une télé, mais 16 ans dans la vie d'un journal, presse écrite, c'est beaucoup dans le contexte qui est celui de la RDC. Et je ne peux que souhaiter bon vent à cette idée et qu'elle grandisse et qu'elle aille bien plus loin que ne les pensent les mauvaises langues. Très bien. Donc, 16 ans de Géopolis, qui est un groupe de presse, magazine, journal et aussi la télévision. Il y a bien sûr aussi l'offre numérique. On va entrer dans le vif de notre sujet du jour. On va commencer par M. Kileba. Vous qui êtes président des éditeurs, de l'association des éditeurs de la RDC, est-ce que vous pouvez d'abord nous faire un petit état des lieux de ce qu'est maintenant la presse imprimée en République démocratique du Congo? Oui. Faire l'état des lieux de la presse imprimée en République démocratique du Congo, c'est essentiellement parler au quotidien de tout ce que nous voyons comme publication sur le marché. Publication régulière, publication occasionnelle, ou comme le dit un célèbre confrère, et parlant d'une régularité devenue quasi légendaire, publication paraissant à l'improviste. Paraissant à l'improviste, oui. Il y a beaucoup de journaux dans le pays. Nous avons des quotidiens,
nous avons des hebdomadaires, nous avons des mensuels, nous avons des magazines, mais nous avons aussi beaucoup de journaux paraissant à l'improviste, ou beaucoup de journaux qui paraissent un jour et disparaissent à tout jamais pour réapparaître on ne sait pas quand. Donc, la presse congolaise, de par sa régularité, est un problème. Aujourd'hui, nous avons à peu près, nous avons eu moins d'une dizaine de quotidiens qui sont réguliers. Dans toute la RDC? Oui, d'abord, parlant des quotidiens, je crois ne pas dire de choses. Parlant des quotidiens, ils ne sont présents qu'à Kinshasa. Les quotidiens, il y a des quotidiens présents dans notre pays qu'à Kinshasa. En ce qui concerne la presse écrite papier. Oui. Et puis, nous avons à peu près aussi une dizaine d'hebdomadaires qui paraissent régulièrement. Et puis nous avons tous les autres qui paraissent plus ou moins au petit bonheur de la chance. Mais lorsque vous parcourez les registres au ministère, vous verrez que nous avons des centaines de parutions qui sont enregistrées. Et c'est cela peut-être tout le problème. Voilà, on voit bien que la presse est aujourd'hui, on va dire, emploie beaucoup de problèmes, la presse imprimée notamment. Fiston Oleko, on sait que il y a quelques années, on avait des journaux à grand tirage ici en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous qui sommes aussi de la presse écrite, on sait que de temps en temps, il est difficile d'avoir des journaux à grand tirage, même ici à Kinshasa. Pourtant, les gens consomment vraiment l'information. Comment expliquer cette dégringolade-là? Merci pour la parole, une fois de plus. C'était un constat que vous avez évoqué. Et à Kinshasa, en République démocratique du Congo en général, il y a vraiment ce fait-là. Oui. Il n'y a pas vraiment des journaux qui, de plus en plus, si vous-même vous sillonnez les kiosques, Monsieur Kileba a parlé ici de plus de 100 journaux qui sont dans les registres du ministère. Et si vous circulez les kiosques, il y a peu de journaux qui paraissent le jour. Il y a peu de numéros qui sont étalés. Et il y a vraiment beaucoup de problèmes autour de ça. D'un côté, il y a les problèmes économiques, parce que vous savez qu'un organe de presse, au-delà de sa mission d'informer le public, c'est aussi une entité économique qui est créée justement avec un investissement, et son initiateur ou son créateur a aussi l'idée de pouvoir tirer profit. Et quand il y a des problèmes, surtout au niveau de la consommation, parce que la République démocratique du Congo, il y a un problème de consommation de l'information, surtout l'information qui est payante, ça pose un problème. Et deuxièmement, il y a aussi des menaces que la presse, surtout la presse papier, subit, et le menace au niveau même du support de circulation de l'information, parce que nous sommes sans ignorer que aujourd'hui, avec certains outils, avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, l'information est à la portée de tout le monde. L'information est à moindre coût, voire même dans la gratuité totale, et tout le monde a l'information en un seul clic. Vous avez une palette des organes de presse qui vous offrent des informations, et c'est là, c'est ce qui fait que une autre branche de problème qui fait qu'il n'y a pas vraiment la possibilité pour les médias ou les presses papier de pouvoir tirer beaucoup plus d'exemplaires, parce qu'il y a un problème au niveau de la demande. Et ça a directement eu comme effet d'entraînement la baisse ou la diminution des tirages. Voilà, je me tourne vers vous, doyen, et je vous pose deux questions en une. D'abord, quels sont les mots de la presse imprimée? Quels sont les mots qui rongent la presse imprimée? Et puis deux, est-ce que la presse imprimée peut avoir aussi un avenir dans les années à venir? Bon, c'est des questions très vastes.
Et me demander de parler des mots de la presse imprimée, c'est un peu me soumettre à une autoflagellation. Bon, c'est pas mal de temps en temps de s'autoflageller, pourvu que cela porte du fruit. Bon, quels sont les mots de la presse? Je crois qu'ils ne sont pas différents des mots qui rongent l'ensemble de la presse congolaise, qu'elle soit presse imprimée, qu'elle soit audiovisuelle, qu'elle soit presse en ligne. Mais pour rester dans les contextes précis de la presse écrite, je crois que nous avons au départ un problème économique. Comment se créent les journaux? Et quand ils se créent, ils fonctionnent dans quelle économie? Oui. Quel est le modèle économique du journal papier? Et puis, qui crée les journaux? Et quand les journaux sont créés, ils rentrent dans quelle société pour devenir des entités économiques viables qui rapportent du profit aussi bien à leurs initiateurs, à ceux qui y travaillent, qu'à l'État. Je crois que c'est cet ensemble de questionnements-là qui nous permet de comprendre les mots qui rongent nos journaux. Je ne vais pas aller pour parler de l'ensemble des mots qui nous rongent en termes de, je voudrais dire en termes de qualité. Quand je parle de la qualité ici, elle n'est pas forcément la qualité physique, mais je parle de la qualité intrinsèque, aussi bien du contenu, mais aussi des hommes eux-mêmes, oui, ceux qui travaillent dans la presse. Je crois que la qualité des hommes aussi peut être un des mots qui nous ronge. Quand je parle de la qualité des hommes, c'est aussi bien la qualité des impétrants, ceux qui créent des journaux, que de ceux qui y travaillent, les journalistes. C'est de tout cela que je voudrais en parler. Et puis, il y a le deuxième volet de votre question. Quel avenir? Quel avenir, ouais. C'est une question très vaste. Vous savez, aujourd'hui, avec les numériques, il y a beaucoup de penseurs, beaucoup de oiseaux des mauvais augures, mais aussi beaucoup de gens équilibrés, réalistes, qui pensent que la presse papier n'a pas d'avenir ou qu'elle a un avenir. C'est vrai, toutes ces questions-là sont importantes et elles se sont posées. Comme nous ne vivons pas dans un monde clos, nous pouvons reculer un peu pour comprendre quel est l'avenir. Quel est d'abord l'avenir de la presse papier dans le monde? Oui. Déjà en 2012, une étude américaine prédisait que la presse papier belge disparaîtrait en 2026. Donc dans 4 ans, okay, selon cette étude-là. Dans 4 ans, la presse belge va disparaître, la presse papier. Le Soir, la Libre Belgique, tout ce que vous voulez. Dans 14 ans, c'est d'après cette étude-là. Nous allons voir. Et puis, ne vous en faites pas. La même étude prédisait même déjà que le journal américain allait disparaître en 2017. Oh. Donc, il y a 5 ans. Donc, nous pouvons considérer que les New York Times et tous les journaux américains ont déjà disparu. Donc, vous voyez que c'est des questions
assez délicate. Pourtant, la presse américaine n'a pas disparu, la presse papier du moins, et je ne suis pas sûr que la presse belge va disparaître dans 4 ans. Mais cela n'enlève en rien l'intérêt d'un tel questionnement. Quel est l'avenir? Le numérique a en grande partie détruit l'avenir de la presse papier. J'ai dit détruit parce que le numérique a mis en difficulté la presse papier. Mais je crois que ce n'est pas pour autant que la presse papier va disparaître demain. Donc, à vous entendre parler, la presse imprimée a encore de l'avenir. Dit comme ça, ce serait incantatoire. Il faut l'expliquer. Aujourd'hui, le monde, le public est plus porté vers le numérique. L'information que la presse papier donne, les gens disent, bon, ben, j'ai déjà lu sur les réseaux sociaux, j'ai déjà lu sur la presse en ligne, ça me suffit. Oui. Cela signifie que les nouvelles technologies imposent à la presse papier une nouvelle façon de faire. Et c'est à cela que nous devons de nous engager. Nous engager dans une nouvelle façon de faire, dans une nouvelle offre, en termes de contenu, en termes de présentation physique, pour faire face à l'hégémonie des GAFA qui nous confinent dans un réduit ou qui veut nous faire disparaître absolument. Mais je voudrais rester positif et optimiste en me disant que quand je regarde, c'est vrai que quand je regarde les grands du monde, les grands journaux du monde, le New York Times par exemple, il fait beaucoup de bénéfices sur ses supports numériques. Ok? Mais il fait aussi de l'argent sur ces supports papier. Mais en fait, les gens qui vont sur le numérique pour lire le New York Times, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher ce que le New York Times publie déjà sur le papier. Bon, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais le jour où il y a un bug mondial et que le numérique ne fonctionne pas, ben, on lira bien le papier. Je ne suis pas en train d'ensorceler les numériques, mais je voudrais dire que c'est vrai, les défis sont réels, mais à côté de cette modernité très numérique et très envahissante, je crois qu'il y a encore un peu d'espoir pour l'imprimer. Voilà, il y a encore un peu d'espoir pour l'imprimer. C'est vrai que le doyen s'est étalé longuement sur cette question-là. Fiston Aleko, vous allez rebondir sur cette question, mais je vous pose vous aussi une question en deux, c'est-à-dire, d'abord, vous avez évoqué la question économique. Vous avez dit que, entre autres, le problème de la gratuité de l'information qui vous arrive à coup d'un clic dans le téléphone, il y a ce problème-là, mais aussi, vous allez répondre à cette question, mais aussi rebondir sur le fait que, est-ce que on peut espérer un avenir pour la presse imprimée? Oui, j'irai dans le même sens que M. Kileba, mais je veux ici faire un peu de l'histoire. Parce que la presse écrite, c'est la presse mère de toute la presse que nous avons connue par toutes ses mutations. Vous allez vous souvenir que dans cette histoire, après la presse écrite, il y a eu le cinéma. On a cru que la presse écrite va disparaître, surtout la presse papier. Après, il y a eu la radio qui est venue avec
cette instantanéité de l'information et sa capacité de s'étendre dans des espaces géographiques un peu beaucoup plus grands. Après la radio, il y a eu la télé. La télé aussi. À chaque fois, c'était des grandes révolutions. Et à chaque moment, c'était des grandes révolutions, des grandes transitions et des grandes mutations en fait. Après, il y a eu la télé. Et aujourd'hui, avec l'Internet, c'est que l'Internet est venu essayer un peu d'englober tout. Parce qu'au-delà de la presse papier, il y a les contenus qu'on appelle la presse écrite. Avec ce que la presse en ligne fait aujourd'hui, c'est en fait, moi je l'appelle une crise de support. C'est-à-dire que on a essayé, c'est-à-dire que dématérialiser le support. Pas le support, mais le contenu. Ouais, le support, mais le même contenu. Vous allez comprendre même qu'il y a, M. Kileba l'a évoqué ici, il y a certains médias qui sont très forts et très grands, ont aussi migré vers l'Internet pour essayer un peu de diversifier le support, essayer aussi un peu de toujours retenir son audience. Quand je reviens un peu sur toutes ces mutations, on voit que la presse écrite a toujours persisté. La presse écrite a toujours, comme la presse papier, a toujours été là. Bien que cette rapidité avec laquelle, ou cette vitesse avec laquelle la presse en ligne est en train de mener tous les autres supports, mais il y a vraiment un avenir qui demande aussi à nous qui faisons encore la presse papier d'aller aussi dans d'autres terrains, parce que même la télé, vous allez comprendre que beaucoup de télés, de grandes télés, TV5 et tout, ont leur site. Ouais. Et ils diffusent même des contenus audiovisuels là-bas. Vous allez voir même les radios aussi ont leur site d'information où ils publient non seulement les écrits mais aussi les sons. C'est-à-dire qu'il y a un avenir, mais il faut tout simplement s'adapter aux nouveaux enjeux. Il faut tout simplement s'adapter aux nouvelles formes à la nouvelle forme de support que nous imposent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La presse papier ne mourra pas, ce que moi je sache. Parce que si vous regardez aujourd'hui, la télévision montre, la radio essaie un peu de former en temps réel avec beaucoup plus de vitesse de l'instantanéité, mais la presse écrite essaie un peu d'expliquer à long et à large. Donc le combat aujourd'hui, à mon avis, c'est au niveau de la qualité de l'information, au niveau du contenu. Mais aussi pour essayer de faire vivre encore longtemps cette presse papier, je pense aussi à l'implication du pouvoir public. En Belgique, face à cette menace, ils ont constaté qu'il y a eu vraiment une diminution, une baisse au niveau de la consommation. Il y a eu une modification des habitudes de consommation par rapport aux produits informatifs. Et l'État a pensé, c'était en 2012-2013, de mettre en place un fonds pour aider les médias d'investigation et les journalistes d'investigation de pouvoir faire le travail des papiers des fonds, des analyses et des recherches pour que cette presse papier puisse pouvoir exister et pouvoir fonctionner, bien que le coût ait été vraiment très ressenti au niveau de la vente des exemplaires. Donc, il y a ces problèmes-là de maintenir la qualité, surtout en RDC, quand vous voyez la qualité je ne dis pas que c'est de mauvaise qualité, mais si vous voyez la qualité d'information et la densité de l'information que nous offre la presse en ligne, vous comprendrez qu'il y a toujours ces besoins-là que de la presse traditionnelle. La presse traditionnelle puisse exister et il garde encore toute sa valeur, toute sa marque en fait. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure du fait que tout ce qui est numérique donne des informations entre guillemets gratuites, mais est-ce que c'est seulement la question d'argent? On a vu qu'il y a quelques années, il y avait un journal qu'on appelait Les Dépêches de Brazza qui vendait à 200 francs, mais pourtant le succès populaire n'a jamais suivi. Mais c'est pas. Écoutez, vous parlez d'informations gratuites, c'est pas aussi gratuit que cela. Jamais de la vie. Il suffit d'être connecté. Oui, il suffit de vous connecter, mais la connexion a un prix. Oui. C'est ce que vous semblez ne pas dire. La connexion a un prix. Pour que vous ayez accès à la connexion, vous devez payer. Mais vous ne payez pas la presse. Pardon? Vous ne payez pas la presse. Ça, c'est autre chose. Oui. Ça, c'est autre chose. Oui. Donc, vous devez payer.
C'est cela, un peu les débats des nouvelles technologies. Vous avez, disons, vous avez 3 secteurs ou 3 pendants. Ok, vous avez d'une part l'informatique, vous avez de l'autre, je ne sais pas, les numériques, et là vous avez la presse. Vous avez les télécoms, vous avez l'informatique. Les télécoms et l'informatique, ils se font du beurre, ils se font des millions, mais et les autres qui viennent, la presse n'a rien. Donc, c'est cela. Ça, j'espère que vous avez prévu d'en parler. Et nous allons en parler plus loin, justement, quand nous parlerons des résolutions des États généraux. Et voilà. Voilà. Mais est-ce que, Fiston Léco, la question, je l'adresse aussi au doyen M. Kileba, est-ce que ce n'est pas un problème culturel? Le fait que, par exemple, dans une capitale comme Kinshasa, où il y a plus de 10 millions d'habitants, mais il n'y a pas une seule presse, à ma connaissance, qui tire à 10 000 exemplaires. Est-ce que ce n'est pas parce que lié au fait que, bon, depuis toujours, la presse écrite n'a jamais été grand public? Est-ce que c'est ça aussi? Vous avez raison sur ce point-là, et aussi ce côté d'analphabétisation qui pèse aussi lourd, surtout dans le pays comme la RDC. Et le goût de la lecture pose problème. Et quand on sait que la presse écrite, c'est vraiment axé sur la lecture. Mais le problème, ce n'est pas seulement ça. Le problème, c'est le modèle économique en général. Le modèle économique en général, ce n'est pas seulement le tirage, mais il y a aussi la publicité qui est à côté, qui ne suit vraiment pas. Et ça pose réellement problème. Et on a dit justement qu'on va parler de ça aussi quand on va parler des résolutions des États généraux de la communication et des médias. Voilà, doyen Kileba. Est-ce que, la question je vous la pose aussi, est-ce que ce n'est pas lié au problème culturel notamment? Parce que est-ce que vous connaissez un seul média, une seule presse écrite qui tire à plus de 10 000 ici à Kinshasa? C'est pas lié à ça? Bon, écoutez, les tirages de nos journaux, c'est un vrai problème. Moi, je suis entré dans la presse, j'étais encore jeune, aujourd'hui j'ai des cheveux blancs, c'est pas que je suis très vieux, mais quand je suis entré dans la presse, j'étais encore étudiant, et évidemment à ce moment-là, on était un peu dans l'euphorie de la démocratisation, et puis il y a eu la floraison des titres, et les journaux avaient des très grand tirage. Je me souviens, à l'époque, je travaillais au journal Le Soft et nous avions des tirages d'au moins 10 000 exemplaires pour un journal de 32 pages. Wow. Aujourd'hui, nos journaux ne pèsent plus que 12 pages, 16. Très rarement 24. Très rarement. Et au fil des années, les tirages ont périclité avec les pillages, donc avec les niveaux de l'économie, avec les niveaux de vie. Mais n'oublions pas, la presse, elle n'existe pas en l'air, elle existe dans une société en crise, la société congolaise, une société pauvre. Et du coup, la presse, tout en n'étant pas l'eau, mais elle prend la couleur locale, elle prend la couleur de la société. La société est pauvre, la société est de moins en moins portée vers la lecture, et la presse subit le contre-coup de cette société qui se misérabilise, qui s'appauvrit. Voilà, je vous prends au mot un petit peu. C'est vrai qu'on est talonné par le temps. On va
parlé des États généraux, mais comment expliquer, si je vous évoque par exemple Afrique du Sud, vous allez dire c'est un pays émergent, mais comment expliquer au Kenya par exemple, c'est une société qui n'est pas très riche, mais il y a des journaux avec 200 000 de tirages quotidiens. Comment expliquer? C'est quoi? Moi, ça me dépasse. Oui, non, ça ne peut pas vous dépasser. D'abord, du point de vue historique, il faut comprendre que de tout temps, les pays anglophones, les pays anglo-saxons ont toujours été un cran au-dessus des pays francophones en termes de capacité de consommation de la presse et en termes de capacité de lecture. Et lorsque vous regardez l'histoire de la presse, les plus grands journaux, en tout cas, ils ne sont pas francophones. Voilà. Et donc, je crois qu'il y a un peu cet élément-là historique ou culturel, vous l'avez peut-être aussi dit, qui fait que... mais aussi, il y a le fait que dans ce pays-là, on a assimilé le fait que les médias est aussi un secteur d'investissement. Mais qui investit au Congo dans les médias? Aller dans une banque ici, demander un crédit pour dire je vais faire un média. Mais à peine si les banquiers ne libèrent pas les chiens pour vous. Voilà, il va vous mettre à la porte. Venons-en maintenant à cette question de résolution des États généraux de médias et de la communication. Je rappelle que ces assises se sont tenues fin janvier. Fiston Oleko, très rapidement, je sais qu'on est talonné par le temps. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit peu les quelques résolutions qui ont trait à la presse imprimée, ou bien en général toutes les résolutions, quelques résolutions? Oui, merci, mais les États généraux de la presse et de la communication et des médias a été beaucoup plus général. Ça n'avait pas vraiment un penchant, soit n'était pas axé sur la presse écrite, mais on parlait des modalités du fonctionnement de la presse, mais aussi de la communication à RDC de manière un peu beaucoup plus générale. Et des résolutions sont nombreuses, qui concernent vraiment beaucoup plus la réforme de la presse. Et dans le cadre légal, il y a les cadres de ressources humaines, les cadres organiques, c'est-à-dire qu'avec le fonctionnement des médias, et dans le cadre organique, on a un cadre, par exemple, des textes, les cadres légaux, il y a des textes comme celui de 1996 qui définit ce que c'est une entreprise de médias, par exemple. On a aussi réfléchi sur comment définir correctement ce que c'est qu'une entreprise de médias. Et aujourd'hui, les entreprises de médias, les médias se créent au gré, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens qui créent même des médias n'ayant pas un siège, n'ayant même pas une machine, n'ayant même pas une chaise, mais ils se créent un média, surtout avec ces vents de réseaux, des sites internet. Il y a aussi cette question de la qualité du personnel, c'est-à-dire les acteurs qui interviennent dans ce secteur de médias. Qui est journaliste? Qui ne l'est pas? Le statut, on va en parler à la fin, oui. Du journaliste. C'est-à-dire, on a aussi pensé à mettre en place une commission, je prends comme ça de manière un peu ramassée, oui, d'une commission qui est chargée de voir un peu comme une commission de la carte, comme ça se passe en France. On a pensé aussi à mettre en place un ordre des journaux, un ordre national des journalistes avec des conditions strictes, et surtout pour qu'un journaliste soit inscrit dans le tableau, il faut qu'il soit, s'il est sorti d'une école de journalisme, il doit avoir il doit avoir été dans un organe de presse où il a passé un stage d'une année. Pour celui qui ne sort pas, droit à la carte. Pour avoir droit à la carte, c'est celui qui n'est pas passé dans cette école, dans ces écoles de journalisme, doit faire 2 ans justement. Donc, c'est dans quelques blocs-là, il y a aussi des organisations
d'autorégulation, de régulation qui doivent aussi subir un coup de réforme dans ce sens-là. Merci Fiston. Monsieur Kileba, je préfère qu'on s'attarde un petit peu sur les questions qui ont été évoquées aux États généraux de la presse. Par exemple, l'allègement du statut du régime fiscal pour les entreprises de presse. Je préfère qu'on parle aussi des allocations des subsides qui avaient été évoquées, des subsides au bénéfice des entreprises de presse, mais aussi de la question de redevance. Il y en a qui disent, moi, à la base ça s'appelle redevance audiovisuelle, mais si la loi congolaise dit que chaque Congolais a droit à l'information, mais qui informe, c'est aussi les médias, aussi bien privés que publics. Donc il y en a qui ont évoqué le fait qu'il faut maintenant étendre la redevance à la presse. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ces questions-là, qui peuvent être des questions clés pour l'avenir de la presse, surtout prendre le volet de la presse imprimée? Ok, merci. Je voudrais d'abord ici essayer de remettre l'ensemble de résolutions dans leur contexte. Oui. D'abord, les États généraux, tels qu'ils ont fonctionné, l'ont été en 3 commissions. Il y a la commission du cadre légal, la commission de la politique nationale et la commission chargée de la viabilité économique des médias. Alors, disons, je peux dire que le cadre légal, la politique nationale, ça, ce sont des questions, je peux dire, ce sont des questions philosophiques. Okay? Maintenant, les questions qui concernent la viabilité économique des médias, je crois que c'est de ces questions-là dont il est question ici en ce qui concerne la presse écrite. Alors, d'abord, nous avons fait un diagnostic pour nous rendre compte que nous n'avons peut-être pas d'entreprise de presse. Nous avons des organes de presse. Nous avons parfois des journaux mallettes. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas contents de cela. Alors nous avons dit, désormais, nous devons avoir des entreprises de presse. Une entreprise, je vais pas aller dans les définitions académiques, économiques, non. Nous avons considéré 3 aspects. Nous avons considéré un seul aspect, mais à 3 niveaux. Vous dites, vous créez une entreprise de presse, quelle qu'elle soit, presse écrite, audiovisuelle. Votre entreprise doit générer du bénéfice pour vous-même, l'initiateur, doit générer du bénéfice pour ceux que vous employez et doit générer du bénéfice pour l'État. Parce que si vous ne faites pas de bénéfices, ceux que vous employez n'auront rien. Et l'État qui vous crée les conditions d'exercice n'aura rien. Donc, à ce niveau-là, nous avons, en âme et conscience, décidé de corser les conditions de création d'entreprises de presse. Alors, mais ces entreprises-là, c'est vrai qu'une entreprise de presse ne peut pas évoluer comme une entreprise minière, une entreprise, je ne sais pas ni quoi. C'est là que nous parlons d'abord des aides. D'abord, c'est légal, c'est constitutionnel et c'est légal. Les aides de l'État, qu'elles soient directes ou indirectes. Mais attention, on n'aide pas les individus, on aide les entreprises de presse. Et on ne vous aide pas à créer les entreprises. On aide ceux qui existent. Oui. Ok? Ouais. L'État vous aide parce que vous assumez une responsabilité qui est celle de l'État. Informer, c'est le devoir de l'État. Mais à partir du moment où vous venez là pour le faire, à la place de l'État, l'État a l'obligation de vous aider à faire et à bien faire le travail que lui aurait dû faire. Cela ne signifie pas que l'État n'aide que ceux qui parlent
le même langage que le gouvernement qui gère l'État. Parce que l'État, ce n'est pas le gouvernement. Hein? Là, nous devons bien comprendre. Donc, les aides, elles ne doivent pas concerner une catégorie. Elles concernent tout le monde. Mais bien sûr, il y a des conditionnalités. Alors, il y a des allègements fiscaux et des allègements douaniers. Et je donne un simple exemple. Aujourd'hui, pour produire un journal, nous nous approvisionnons à Mariano. En fait, c'est un approvisionnement en contrebande. Nous ne savons pas d'où ça vient. Hein? On va s'approvisionner dans une boutique où on vend à la fois du papier et du carburant frélaté. Et ce n'est pas normal. Et nous achetons, et celui qui a importé le papier, il paie à la douane comme s'il avait importé, je ne sais pas quelle autre matière. Ce n'est pas normal non plus. C'est pour ça que nous disons à l'État, nous, à partir du moment où nous assurons un service public que vous auriez dû assurer, vous avez le devoir légal, constitutionnel, de nous aider à ne pas nous approvisionner, à ne pas payer les droits des douanes au taux les plus élevés, comme si vous le faisiez avec d'autres produits. Très bien. Alors, pour parler de la redevance, vous avez parlé de la redevance audiovisuelle. Non, ne confondons pas les choses. Les États généraux ont décidé, ont soutenu que la radio-télévision publique doit bénéficier de la redevance radio-télévision. Ça, il n'y a pas de problème. Mais les États généraux aussi ont recommandé qu'il doit y avoir une redevance multimédia qui doit profiter. Vous avez tout à l'heure là parlé de l'information gratuite sur un téléphone. Mais vous regardez un film ou vous lisez des informations sur un téléphone, mais vous payez le prix à la société de télécommunications. Et l'information que vous avez consommée, là, vous payerez chez qui? C'est pour ça que nous parlons notamment des redevances multimédiatiques. Bon, ok, on verra quel est le moyen de mettre tout cela en œuvre, de mettre tout cela en musique et rendre ça effective. Voilà, Fiston Oleko, il nous reste une petite minute, là on nous fait signe, mais la presse, elle souffre aussi de problèmes de manque de publicité. On sait que, bon, parfois elle va où il y a l'argent, c'est-à-dire chez les politiciens, chez les hommes politiques, et eux, ils manipulent la presse. Résultat, la presse n'est pas aussi viable que ça. La problématique de régie publicitaire, des allègements fiscaux, dites-nous un mot par rapport à ça. Oui, justement, les médias, surtout privés, se nourrissent, et si ce n'est pas nécessairement, mais essentiellement de la publicité. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il faut se poser... C'est le principe. C'est le principe. Maintenant au Congo. Et au Congo, justement, ça devait normalement être comme ça. Et justement, c'est ce qui fait même la liberté ou l'indépendance de la presse. Et justement, en République démocratique du Congo, il se pose d'abord un problème. Nous avons combien de ceux-là, des annonceurs? C'est-à-dire qu'il se pose un problème général, un problème global. Et les peu des annonceurs que nous avons ici, et ils vont où? Comment ça se passe? Et c'est vraiment un réel problème. Bon, la régie publicitaire, c'est bien pour essayer un peu de canaliser toutes les annonces, pour essayer un peu de voir comment est-ce que les annonces seront redistribuées, surtout quand on sait que la chaîne nationale comme les médias publics qui se financent d'abord par l'État, avec les subventions de l'État, et de l'autre côté, ils sont aussi en train de faire la concurrence au niveau des publicités. Voilà pourquoi même il y a un point dans les résolutions des États généraux de la communication et des médias qui veut qu'il y ait un seuil
pour la publicité dans des chaînes publiques, dans des médias publics, Oui, mais pour essayer un peu de... Essayez de faire un focus sur la presse écrite dans 30 secondes. Ah oui, justement, la presse écrite, nous avons dit, il y a d'abord la presse écrite, surtout sur le point de la publicité, vous avez dit, il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Si vous parcourez les pages de nos journaux ici à Kinshasa, vous constatez qu'il y a vraiment moins de publicité. Vous constatez que nos pages sont beaucoup plus remplies de publications qui relèvent des acteurs politiques, de la communication. Et bon, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer avec cette régie, mais il faut vraiment essayer de voir comment redistribuer équitablement, conformément à la qualité ou conformément à la capacité d'action de tout organe de presse, surtout les presses imprimées, pour essayer de faire vivre cette presse. Voilà, comme il nous reste 20 secondes, je voudrais en 10 secondes parler un peu de qui est journaliste et qui n'est pas journaliste. Le statut de journaliste, c'était le dernier volet. Les journalistes, il y a une loi, l'ordonnance de 1981 qui définit les journalistes comme étant celui qui vit de la collecte, traitement et la diffusion de l'information. Bon, à la différence de ceux qui font par exemple dans les réseaux sociaux, où il n'y a pas un conseil de rédaction, où il n'y a pas un traitement vraiment de l'information, tout le monde essaie un peu de mettre sur place ce qu'il pense, mais il y a un problème de contrôle au niveau des organes d'autorégulation qu'il faut vraiment voir pour savoir qui œuvre, même au niveau des terrains, au niveau de la couverture, pour qu'on vous considère comme journaliste. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour qu'on vous considère? Et là, je parle de la carte qui sera unique et uniforme pour toute la République démocratique du Congo. Voilà, j'espère qu'on aura un débat spécial autour du statut du journaliste, parce qu'il nous reste 10 secondes et... vous avez parlé des gens qui sont sur YouTube, Facebook, WhatsApp. On les appelle aussi quelques-uns des moutons noirs. Doyen Kileba, les moutons noirs. Est-ce que la solution, c'est le fameux ordre national? En 10 secondes, on a fini. Bon, écoutez, moi je ne veux pas être tranché sur la question de l'ordre. Le journalisme, apparemment, c'est un champ ouvert. Hein? Mais il faut en réglementer l'accès. Alors, à partir du moment où nous nous mettons d'accord pour réglementer l'accès, à ce moment-là, si nous disons, bon, nous avons réglementé l'accès, donc nous devenons un ordre, tant mieux. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent à tout prix que l'on devienne un ordre. Ce n'est pas, c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Mais je suis de ceux qui pensent que nous devons mettre de l'ordre. Très bien. Ce sera hélas votre mot de la fin pour aujourd'hui. En tout cas, on espère que vous pourrez être de nôtres la prochaine fois lorsqu'il s'agira de débattre longuement autour de questions concernant le statut de qui est journaliste, qui ne l'est pas en République démocratique du Congo. On vous remercie. Monsieur Cyril Kileba, vous êtes... éditeur du journal de Poste, mais aussi président de l'Association nationale des éditeurs du Congo. ANECO. ANECO, voilà. Association nationale des éditeurs du Congo. Voilà. On remercie également Fiston Oleko pour ses analyses toujours pertinentes et sa disponibilité pour cette émission. On remercie toute l'équipe technique qui s'affaire derrière les caméras pour la réussite de cette émission. On va se quitter, mais en remerciant également vous, téléspectateurs, qui nous regardez de partout à Kinshasa et ailleurs. On se quitte avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine pour un autre débat et ce sera toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine.